Donc nous enchaînons tout de suite sur une deuxième table ronde et on va se tourner plus précisément vers ce que l'on attend aujourd'hui de l'office du juge administratif dans un contexte que je ne voudrais pas noircir à l'extrême, mais le thème c'est quand même intelligence artificielle et liberté publique. Donc si on pose cette thématique en ces termes, c'est que on se pose un certain nombre de questions, nous les défenseurs des libertés publiques, je dis nous, magistrats, avocats, parce que à des places différentes nous jouons ce rôle fondamental, et en particulier la justice administrative, puisque je ne rappellerai pas évidemment la longue marche vers la constitution de l'état de droit en France, mais ce qu'on peut quand même dire très simplement, c'est que la juridiction administrative, le Conseil d'État en particulier, y a joué un rôle absolument majeur, je dirais contre toute attente, parce que le juge administratif, il est encore vu à tort aujourd'hui par certains comme cela, à l'origine n'est pas conçu pour être un juge indépendant, entre guillemets. Il est conçu comme étant un juge qui comprend particulièrement bien les préoccupations du pouvoir exécutif et qui est là quelque peu pour le protéger. Tout cela, c'est du passé, puisque je parlais de cette longue marche et je reprendrai l'expression de M. Rivero, le prodigieux tour de force réalisé par le juge administratif pour devenir totalement indépendant et devenir le protecteur des libertés publiques. Alors, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des systèmes de vidéosurveillance algorithmique, comment est-ce que le juge administratif va encore être capable de relever un tel défi? C'est un petit peu la question que j'ai envie de poser aujourd'hui à nos intervenants dans cette table ronde, parce que, évidemment, l'inquiétude n'est pas de pure circonstance, n'est pas purement imaginative. J'ai en mémoire les récents propos de notre Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, qui, en des termes un peu flous, il est vrai, on ne sait pas trop de quoi il parlait, indiquait qu'il voulait pérenniser les dispositifs qui avaient été mis en œuvre pendant les JO et les Jeux paralympiques. Et ces propos faisaient suite aux propos beaucoup plus précis du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui lui indiquait qu'il fallait clairement pérenniser les systèmes de vidéosurveillance algorithmique, comme si effectivement ça allait de soi, voilà, qu'on devait nécessairement admettre cette évolution, alors qu'il s'agissait que d'une simple expérimentation qui devait prendre fin en mars 2025, après un bilan dressé au 31 décembre 2024. Avant même qu'on ait dressé un quelconque bilan, eh bien, le pouvoir exécutif nous dit qu'il faut absolument pérenniser la VSA, même si on sait qu'elle est encadrée aujourd'hui. On connaît aussi les possibilités d'extension à travers l'utilisation de la reconnaissance faciale. Je n'en dis pas plus, je vous ai déjà fait peur, mais vous avez tous présent à l'esprit ces dangers qui menacent nos libertés publiques. J'entendais tout à l'heure Madame Richaud parler des différentes sphères. Est-ce que notre droit aujourd'hui, est-ce que la jurisprudence telle qu'elle existe depuis Benjamin est encore adaptée à de telles situations, à cette sorte de mélange des sphères, des mécanismes qu'on ignorait jusqu'à une période très, très récente. Donc je laisse la parole tout de suite à Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel de Toulouse, Jean-François Mout, que je suis ravi de retrouver ici puisqu'il a présidé le tribunal administratif de Lyon pendant quelques années. Et donc je lui passe la parole avec d'autant plus de plaisir pour qu'il relève ce défi que je viens de dessiner modestement. Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Bâtonnier. Quel plaisir de retrouver effectivement
tant d'avocats rencontrés à Montpellier, à Lyon et ailleurs. Bon, j'en dirai un mot dans mes propos de clôture. Alors, comme vous l'avez rappelé, hein, le thème de cette deuxième table ronde, c'est est-ce qu'il y a une évolution de l'office du juge administratif par rapport aux nouveaux enjeux que constitue bien évidemment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, monsieur le bâtonnier de Montpellier, hein, je resterai sur ce terme, celui que vous avez utilisé tout à l'heure était déjà trop compliqué pour moi. Mais je centrerai aussi mon propos sur véritablement l'utilisation de l'intelligence artificielle par les personnes publiques, et je laisserai donc de côté tout un pan du contentieux qui n'est pas négligeable, hein, qui est celui notamment du contentieux des sanctions prononcées par la Commission nationale informatique et liberté, qui pose une problématique particulière sur laquelle je ne reviendrai pas. Vous l'avez dit, monsieur le bâtonnier, et madame la vice-présidente du Conseil national des barreaux l'a aussi dit, l'intelligence artificielle, on en rêve la nuit, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de colloques là-dessus, et je fais une petite incise d'ailleurs pour faire la publicité d'un futur colloque, et le président du tribunal administratif de Nîmes sera sûrement reconnaissant de cette publicité. Dès le 15 novembre, à Nîmes, musée de la Romanité, 9h je crois, on aura un colloque avec la compagnie des experts près la cour administrative d'appel de Toulouse, l'IA dans tous ses états. On voit bien que toutes les professions, ça a été souligné ce matin, sont évidemment confrontées à cette véritable révolution qui, au-delà évidemment, et c'est le sujet important des libertés publiques, mais aussi les bouleverse dans leur fonctionnement et leur pratique professionnelle. Alors, vous l'avez dit aussi, quand même, nous sommes en pleine actualité, vous l'avez évoqué, monsieur le bâtonnier Rosier, hein, 15 octobre, la presse nationale se fait l'écho d'une nouvelle saisine du Conseil d'État par l'inévitable Quadrature du Net, hein, qui agit beaucoup et qui, s'il est vrai, il y a peu de décisions, heureusement, grâce à la Quadrature du Net, il y en a quand même déjà pas mal, donc saisit le Conseil d'État contre l'algorithme destiné à une utilisation par la Caisse nationale des allocations familiales pour détecter les fraudes. Et évidemment, il n'y a pas que la Quadrature du Net, il y a aussi Amnesty International, avec l'idée que derrière, il y a une discrimination qui est à l'œuvre. Au demeurant, on sait déjà que cette question s'est posée à l'étranger, hein, puisqu'il y a un arrêt notamment d'une juridiction néerlandaise, la Cour du district de La Haye, qui s'est posé exactement ce type qui a été confronté plus exactement à cette difficulté, et qui a censuré partiellement un système néerlandais qui s'appelait Siri et qui était destiné aussi à détecter les fraudes aux allocations. Alors, il va de soi que le juge administratif est confronté effectivement à un nouveau continent en quelque sorte, et pour autant, et au risque de paraître sans doute manquer d'imagination, il me semble, Denis Chabert a évoqué Benjamin tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est vraiment les vieilles... je ne vais pas dire les vieilles lunes, loin de là, ce sont des très belles décisions qui sont encore utiles. Et je crois, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, on pourrait dire que les instruments procéduraux classiques me paraissent tout à fait adaptés, hein, finalement, à ces nouveaux enjeux, même si c'est évidemment, il y aura des nouvelles questions qu'il faudra traiter. Tout ceci pour dire que dans 2 temps, puisque je resterai fidèle au plan de parti, il me semble donc que les diverses catégories d'actes administratifs impliquant l'utilisation de l'intelligence artificielle par les personnes publiques peuvent être aujourd'hui contestées devant le juge administratif. Et dans un deuxième temps, on verra, mais ça fera écho à la vision de l'avocat, on en a parlé avec le bâtonnier Linguibé, que les procédures d'urgence permettent une réponse rapide, mais sont évidemment soumises à des conditions exigeantes. Alors, premier temps de ma réflexion, ça a été dit par plusieurs personnes déjà, il n'y a pas beaucoup de décisions encore. Néanmoins, il y en a un nombre qui, évidemment, est amené à grandir, puisqu'on en est aujourd'hui au balbutiement, finalement, de l'intelligence artificielle et de son utilisation par les personnes publiques. Il y a effectivement une trentaine de décisions, et puis elles sont finalement d'un intérêt plus ou moins grand. Ce qui est frappant, par contre, c'est que si on se penche sur ces décisions, si on essaie d'en faire une synthèse, on voit bien précisément que ce sont les mécanismes classiques du contentieux qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contester les actes administratifs et on va retrouver la typologie classique des actes administratifs. On va à la fois
pouvoir contester les actes réglementaires et les actes individuels. Et ça a été dit aussi par quelqu'un déjà, au milieu, en quelque sorte, il y aura le droit souple qui sera sans doute aussi mobilisé pour contester des décisions. Alors, d'abord, les actes de portée générale. Là, nous avons une base jurisprudentielle, effectivement, plusieurs décisions du Conseil d'État qui montrent que les décrets qui créent les systèmes d'intelligence artificielle au bénéfice de l'État aujourd'hui pour l'essentiel, s'agissant de décrets évidemment au bénéfice de l'État, ces décrets peuvent être attaqués et effectivement on peut se pencher sur plusieurs décisions du Conseil parce qu'ils concernent au demeurant ces systèmes d'intelligence artificielle finalement des aspects qui nous concernent en tant que magistrats et avocats au premier chef. Première décision, évidemment, que je pense pas mal de monde a à l'esprit, c'est une décision du 30 décembre 2021, 443-76, Société Gerbier Avocat. Un des requérants s'appelait Monsieur Macabre aussi, je ne sais pas s'il faut y voir un signe quelconque. Dans cette décision était en cause un système de traitement automatisé des données appelé DataJust, et ce système, bien évidemment la profession d'avocat le connaît, c'est un système qui est destiné à collecter les décisions des cours administratives d'appel, très bien, très bonne chose, et des cours d'appel judiciaire, pour voir effectivement ce que donne finalement l'appréciation des préjudices en matière de responsabilité. L'objectif, évidemment, c'est de créer un référentiel, mais il y a un risque fort derrière, qui est notamment bien perçu, je pense, par la profession d'avocat, qui est le risque, évidemment, de la barémisation, notamment. C'est un risque aussi qui a été évoqué tout à l'heure par plusieurs intervenants. Il y a un risque aussi d'être lié à tout prix par le précédent et de manquer d'imagination et d'arriver finalement de manière systématique à une somme standard. Alors, on voit bien là que ces divers requérants ont pu contester l'acte réglementaire qui crée le système et donc ils peuvent ainsi empêcher son déploiement ou mettre fin, en tout cas, s'il est déjà entré en vigueur, à son utilisation par la personne publique. Dans un domaine qui est tout aussi sensible, celui de la fiscalité, eh bien la Quadrature du Net, encore elle, avait saisi le Conseil d'État le 22 juillet 2022 pour contester un décret du 11 février 2021 qui portait les modalités de mise en œuvre par la Direction générale des douanes d'un système de collecte de données sur les réseaux sociaux notamment. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette décision, c'est qu'elle a finalement donné lieu, ce système, à une double contrôle. En amont, l'article de la loi de finances qui avait autorisé et créé véritablement cette possibilité avait déjà fait l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel. Et pour autant, les associations, la Quadrature du Net, mais ça pourrait être de très nombreux, il y a évidemment énormément de personnes qui ont intérêt à agir contre ce type de décision, ont contesté le décret. On revoit bien là aussi d'ailleurs combien on reste dans un schéma classique finalement où le décret est contesté à condition évidemment de justifier d'un intérêt pour agir. Donc première possibilité, contestation des actes de portée générale avec une catégorie particulière de contentieux qui peut se greffer là-dessus, c'est la possibilité, si on a laissé passer sa chance lorsque l'acte a été créé, de demander à l'administration de retirer l'acte, de l'abroger plus exactement, s'agissant d'un acte réglementaire, et de contester ce refus. Et encore une fois, la Quadrature du Net, dans une décision du 26 avril 2022, se met dans ce système-là de contentieux. Pour contester, là aussi, la profession d'avocat est très certainement, même si nous sommes ici entre publicistes, très au fait des enjeux qui étaient portés par cette requête, puisque la Quadrature du Net avait demandé au Premier ministre d'abroger les alinéas 16 et 59 de l'article R4026 du Code du
procédure pénale. Donc en réalité, un système qui est celui du traitement des antécédents judiciaires. Et dans ce traitement des antécédents judiciaires, il y a un système d'intelligence artificielle aujourd'hui, puisqu'il est possible de reconnaître, c'est la machine qui reconnaît les photographies des personnes qui sont dans ce système-là. Alors, relevons au passage d'ailleurs que la Ligue des droits de l'homme avait directement contesté à l'origine le décret en 2014, mais que, effectivement, et on le voit très bien dans les conclusions du rapporteur public, il était possible pour autant de revenir contester un refus d'abrogation pour tenir compte notamment de l'évolution du droit et du fait qu'une directive européenne, police-justice, était entrée en application entre-temps. Encore une fois, donc, on est sur les schémas classiques du droit administratif, des actes qui peuvent être contestés, et la novation relative, mais qui sera très certainement mobilisée aussi, c'est la possibilité de se couler dans la jurisprudence GISTI de 2020 et effectivement de contester par le biais de l'excès de pouvoir, du recours pour excès de pouvoir, de contester les documents de portée générale dès lors qu'ils ont des effets notables sur les droits ou la situation de tiers administration. Et on peut imaginer, et le rapport intelligence artificielle et action publique rédigé par le Conseil d'État en 2022 abordait bien la question. Effectivement, on peut imaginer tout à fait que ce type de droit souple soit l'objet de contestation devant le juge administratif. On est à la frontière là et on arrive évidemment vers la deuxième catégorie d'actes qui peuvent être contestés. Ce sont les actes individuels. Sur ces actes individuels, il me semble qu'on peut faire un découpage assez clair aujourd'hui. D'abord, finalement, la réglementation, on l'a dit aujourd'hui, qui est au départ une réglementation, une législation fichier informatique, mais qui petit à petit s'est enrichie, oblige, et qui comporte aujourd'hui des dispositions dans le Code des relations entre le public et l'administration, oblige l'administration à donner les codes sources, à donner tout document qui permette de comprendre le fonctionnement des algorithmes dont se sert un système d'intelligence artificielle publique. Et donc il y a tout un premier pan effectivement de contentieux qui est peut-être aujourd'hui d'ailleurs le plus abondant, qui est fondé là-dessus, c'est-à-dire notamment sur les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration qui oblige l'administration à donner ces documents aux personnes qui en font la demande. Alors, c'est l'article notamment L311.3.1 du Code des relations entre le public et l'administration. Paradoxalement, les décisions les plus intéressantes ne sont pas pour autant fondées sur cet article, parce que les décisions les plus emblématiques concernées, et les universitaires ici présents le savent bien, en réalité, c'était les décisions sur les modalités de sélection dans les universités ou dans Parcoursup. Et donc, ce sont notamment deux décisions, Université des Antilles et Université de La Réunion, où le Conseil d'État a estimé que s'appliquaient en réalité non pas les dispositions générales du Code des relations entre le public et l'administration, mais les dispositions particulières du Code de l'éducation, c'est-à-dire l'article 612.3 qui a créé un système particulier d'accès au code source dans le monde universitaire. Et donc les étudiants notamment qui veulent avoir accès à ce type de données doivent le faire sur ce fondement-là. Donc deux décisions, Université des Antilles et Université de La Réunion, qui montrent qu'il est possible, encore une fois par un système qui est un système tout à fait classique de saisine de l'administration, de refus tacite ou explicite de l'administration, qu'il est possible de contester ensuite ce refus selon un schéma conceptuel devant le juge administratif tout à fait classique. Alors, par contre, et c'est là que se posent sans doute demain les plus belles questions, c'est quid véritablement des décisions prises par des algorithmes. On a là très très peu de décisions encore aujourd'hui du Conseil d'État, et j'ai fait une recherche aussi devant les juridictions du fond. Il y a très 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 peu de décisions. Il y a quand même un éclairage intéressant qui a été rendu par un avis très récent du Conseil d'État, qui est un avis du 5 mars 2024, Enuiti, qui avait été saisi d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Grenoble s'agissant d'une autorisation de travail délivrée par l'État pour un travailleur étranger. Et la question qui se posait, c'était de savoir, est-ce que véritablement, là c'est la machine qui prend
la décision. Et la difficulté qui se posait, en réalité, c'était qu'effectivement, il n'y avait pas d'identification possible de l'auteur de la décision dans cette décision qui avait été soumise au tribunal administratif de Grenoble. Et donc, le Conseil d'État, et là aussi les conclusions du rapporteur public sont très éclairantes, soulignent, c'est quelque chose qu'on va revoir souvent, qu'en réalité, aujourd'hui, il y a encore quand même un homme derrière la machine, un homme ou une femme derrière la machine, et il y a bien une décision humaine. Par contre, lorsqu'il y a un traitement algorithmique et que, effectivement, la décision est prise, à l'issue, il faut respecter les règles de procédure classiques. Et en l'espèce, ce qui était en cause, c'était la mention de l'auteur de la décision. Et dans la décision prise par l'administration d'État sur cette autorisation de travail, n'était pas mentionné le nom et l'identité de l'auteur de la décision, ce qui ne permettait notamment pas de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte. Et donc, le tribunal administratif, après avoir recueilli l'avis du Conseil d'État, a effectivement annulé la décision. L'administration en défense, on le voit dans les conclusions du rapporteur public au Conseil, expliquait qu'il y avait eu en fait un problème informatique et que normalement il y aurait dû effectivement avoir quand même une identification de l'auteur de l'acte. On voit à travers cet exemple qu'on aura de plus en plus ce type de questions, avec le développement des systèmes d'intelligence artificielle publique et de prise de décision impliquant à un moment donné un algorithme. Pour l'instant, c'est très peu utilisé quand même au contentieux et c'est utilisé de manière assez inopérante. Il y a quand même beaucoup d'entrées et quand on regarde de plus près, c'est surtout dans le contentieux, dans les contentieux sociaux que c'est utilisé, mais de manière inopérante dans la mesure où la réponse du juge va être le plus souvent, et même, je ne les ai pas tous lus parce qu'il y en a plusieurs centaines, mais va être effectivement qu'en réalité, l'algorithme, à supposer qu'il ait été utilisé, ce n'est pas toujours le cas, il y a une étape intermédiaire où effectivement il y a un décideur administratif, un fonctionnaire. Donc, et j'en ai fini avec ma première partie, j'espère ne pas être trop long, Monsieur le bâtonnier, mais je vais être très rapide. Vous pouvez légèrement, accélérer, Monsieur le Président. Je me permets parce que faut qu'on laisse une petite place à la dernière table ronde. Je sens que c'est la revanche des avocats aujourd'hui, ils sont tellement contents. Et pourtant, j'ai toujours été un président bienveillant, laissant parler les gens. Je dois le reconnaître, mais je suis ingrat par nature. Alors que des fois, c'était pas très intéressant. C'est pas pour vous que je dis ça. Merci. Alors, juste très rapidement, et je crois d'ailleurs que mon voisin va traiter le sujet, juste pour dire que, effectivement, au-delà des actes qui peuvent être contestés, il y a les procédures qui peuvent être utilisées. Évidemment, je parlais beaucoup recours à excès de pouvoir, c'était sous-jacent, le recours historique. Il y a les procédures d'urgence, et les procédures d'urgence, elles ont déjà été largement aussi mobilisées par les avocats, notamment le L521-2, mais je crois que mon voisin va en parler. Bon, la difficulté, il ne faut pas se cacher, sur les libertés publiques en cause, je crois qu'il n'y a pas trop de difficultés. Effectivement, le Conseil l'a déjà dit d'ailleurs dans une ordonnance du juge de référé, notamment sur le droit au respect de la vie privée. Donc c'est une liberté publique au sens du L521-2, il n'y a pas de difficulté, qui comprend notamment le droit à la protection des données personnelles. Je crois qu'on pourra s'inspirer d'ailleurs de toute la jurisprudence sur le L521-2 pour aller rechercher d'autres libertés fondamentales au sens de cet article, notamment, je pense, la liberté de manifestation, par exemple, entre autres. Par contre, ce qui est complexe, c'est effectivement de démontrer l'urgence. Il y a une ordonnance sur laquelle je vais aller très vite, c'est celle du 21 décembre 2003, une ordonnance du juge des référés communauté de communes Cœur-Côte-Florie, juste pour dire que finalement, et c'est le petit paradoxe, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, je crois, avait ordonné sur le L521-2 à une communauté de communes de cesser de se servir d'un système qui permettait de la reconnaissance faciale. La communauté de communes se pourvoit devant le Conseil et effectivement, elle fait valoir un certain nombre d'arguments, notamment qu'elle n'a pas utilisé toutes les potentialités du système. Et puis elle dit, et bon, finalement, le juge des référés de première instance peut être très, très efficace. Elle dit que de toute façon, suite à l'ordonnance du juge des référés de première instance, compte tenu de la volonté qui avait été celle de la communauté de communes de brider le système, il y a eu une intervention sur le système qui ne marche plus. Donc, comme il ne marche plus, voilà, donc c'est réglé, il n'y a plus d'atteinte aux libertés, notamment devant le Conseil d'État.
Deux choses très rapides. Évidemment, il y a le référé suspension qui est possible, mais ce n'est pas pour donner des mauvaises idées. On peut même imaginer que le référé mesure utile de l'article 521.3 soit utilisé. Il y a une décision du Conseil là-dessus, mais bon, qui ne va pas, si je puis dire, au fond des choses, parce que le contexte ne le permettait pas, notamment parce que là aussi, on se retrouvait dans une hypothèse où finalement, l'administration avait, en cours de route, donné satisfaction aux requérants. Alors, pour conclure, et encore une fois, dans un exercice de temps imposé, juste quelques éléments de réflexion sur lesquels je ne suis pas encore entré là. Hein. D'abord, je crois qu'effectivement, on est sur des instruments procéduraux et des concepts de recours qui sont des concepts classiques, mais on aura une grande difficulté, effectivement, c'est la maîtrise technique de tout ça, et donc, on aura besoin des experts très certainement, hein, mais de la même manière qu'on a besoin des experts en responsabilité hospitalière ou en responsabilité ou en dommages de travaux publics, ou voilà, on n'est pas médecin, hein, et on n'est pas informaticien, mais par parenthèse, lorsqu'on inscrit des experts sur la liste aujourd'hui des cours administratifs d'appel, c'est vrai que les informaticiens on s'en sert très peu, donc on peut se dire qu'on en aura plus besoin dans le futur. Deuxième élément de réflexion en conclusion, c'était souligné par le rapport de 2022 du Conseil. Très certainement, il faudra se servir de la modulation des effets de l'annulation dans le temps initiée par la jurisprudence AC, hein, parce que demain, et c'était très bien dit dans le rapport, peut-être qu'on sera obligé d'annuler effectivement un système d'intelligence artificielle qui est pour autant d'un très grand intérêt public. Et donc, il faudra sans doute annuler pour éviter une coupure, entre guillemets, hein, pour assurer, puisqu'on cite les vieux arrêts, pour assurer la continuité du service public. Dernier élément, et c'est sans doute celui qui posera à terme les questions peut-être plus complexes, hein, quel sera le régime de responsabilité ? Voilà. Et derrière, bon, parce que c'était un peu proposé par le bâtonnet rosier, est-ce qu'il y aura très certainement de la responsabilité pour faute ? Là aussi, on sera sans doute dans un cadre conceptuel assez classique. Est-ce qu'il faudra, dans ce droit-là aussi, mettre de la responsabilité sans faute ? Ben, les avocats, sans doute, nous inciteront à le faire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce tour d'horizon très complet, synthétique et plutôt optimiste finalement sur l'office du juge dans l'avenir face à ces évolutions technologiques. Je vais laisser la parole au bâtonnier Patrick Lingibé, ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers, membre élu du Conseil national des barreaux, en charge notamment des questions de droit public et constitutionnel au sein de la commission texte, et auteur reconnu. Alors, cher Patrick, que penses-tu, toi, du rôle du juge et en particulier d'utilisation du référé liberté ? Je crois que c'est un petit peu le sujet sur lequel tu voulais insister. Oui, merci Serge. Alors, tout d'abord, une première réflexion, pourquoi effectivement on l'a lié en préparant effectivement ce colloque IA et liberté publique ? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'intelligence artificielle qui a ses prémices en l'occurrence, va poser et pose déjà à terme où se situe la garantie de nos libertés publiques. Parce qu'il faut partir d'un postulat qui est le suivant. Notre société démocratique, qui n'est pas le modèle d'ailleurs qui est partagé par d'autres pays, garantit en l'occurrence nos libertés, et notamment le droit de manifester, le droit d'opinion et d'opposition en l'occurrence au pouvoir en place. Et donc ça renvoie effectivement quel rôle peuvent jouer par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle qui de plus en plus va bousculer nos vies, où va se situer effectivement ce contrôle. Alors je voudrais rappeler quand même au préalable que ce sujet n'est pas nouveau. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a une institution au sein de notre République qui a beaucoup étudié, qui a produit un certain nombre de rapports très pertinents, c'est le Conseil d'État.
On se réfère effectivement au dernier rapport qu'il a fait à la demande du Premier ministre et qu'il a adopté en Assemblée générale plénière le 31 mars 2022 intitulé « Intelligence artificielle et action publique, construire la confiance, servir la performance ». Mais il faut savoir que dès 1998, une étude intitulée « Internet et les réseaux numériques » apparaissait. 1998. On ne parlait pas de l'intelligence artificielle à l'époque. 2014, le Conseil d'État va consacrer une étude intitulée « Le numérique et les droits fondamentaux ». Déjà sont abordés, en formulant 50 propositions. Pour mettre le numérique au service des droits individuels, déjà se pose la question, et de l'intérêt général. Parmi, d'ailleurs, j'ai noté ces 50 propositions, on peut noter celle qui porte sur la définition d'un droit des algorithmes, vous voyez, déjà, prédictifs, et le renforcement des garanties entourant l'usage des fichiers police. Enfin, nous avons un rapport de 2016, une autre étude intitulée « Puissance publique et plateformes numériques » qui mettait en exergue les nouvelles technologies et leur impact sur nos vies et les changements qu'elles entraînaient indubitablement. 21 propositions, d'ailleurs, étaient formulées à cette occasion. Deux problématiques se posent, d'ailleurs qui ont été effectivement mises en exergue dans l'étude de 2002 qui a rendu le Conseil d'État. D'une part, comment se situe le secteur public par rapport à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, en clair, est-ce que le secteur public est capable d'être en phase avec la société, qui se numérise, qui devient de plus en plus numérique. Deuxième enjeu, quelle est sa capacité de contrôler cette intelligence artificielle qui effectivement, je préfère l'intelligence augmentée, puisqu'en fait, qui effectivement pénètre effectivement, formate les données et donc aboutit en fait à un contrôle. C'est ces deux enjeux en l'occurrence. Alors, moi, le focus que j'ai pris, c'est quoi? C'est qu'on sait que l'intelligence artificielle, avec son développement, va intéresser la police administrative. C'est déjà le cas. La reconnaissance faciale, les drones. Ça a commencé par les drones, mais enfin, on vient de plus en plus. C'est-à-dire l'autorité administrative, qui, je rappelle, est une autorité, effectivement, de prévention de l'ordre public. Comment, effectivement, en utilisant l'intelligence artificielle, comment cet résultat, ce contrôle va s'opérer par le juge administratif, qui est le juge naturel, parce que le juge judiciaire n'a rien à voir là-dedans. Alors, il ne peut y avoir, comme le Conseil d'État le disait en 2022, il ne peut y avoir d'intelligence artificielle publique, en l'occurrence, si on parle du secteur public de confiance, sans droit au recours effectif. Alors, la question, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, le cadre dans lequel nous évoluons, procéduralement, le président Mout a parlé, effectivement, du recours en annulation des actes administratifs généraux, nous avons un second contrôle, qui est le contrôle de l'urgence. En fait, c'est le fameux référé liberté qui a beaucoup utilisé, je vous rappelle, effectivement, pendant la période de la crise sanitaire, avec des décisions qui ont fait grandir le droit, d'ailleurs, protégé. Alors, je vais vous donner ma position. Alors, le référé liberté, pour entrer dans le sujet, je laisse du côté le recours d'annulation qui en avale. La problématique se situe, il faut deux conditions, vous le savez, c'est d'une part la liberté fondamentale et puis la question d'urgence. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons une difficulté majeure qui va se poser devant le juge administratif, même si nous sommes au début des balbutiements. C'est une difficulté qui n'est pas d'ordre juridique, on peut toujours juger. C'est d'appréhender une matière qui est très technique.
qui échappe à notre logique juridique d'ailleurs, qui est fait d'algorithmes. Ça veut dire en l'occurrence le juge seul, sans, vous l'avez souligné, M. le Président, sans l'aide d'experts, ne pourra pas effectivement avoir effectivement une connaissance précise, parce qu'il s'agit de savoir si l'utilisation d'un outil comme l'intelligence artificielle a porté atteinte ou pas à des droits fondamentaux, à la liberté fondamentale. Dans quelle mesure? Et aujourd'hui, le référé liberté, je vous rappelle, il y a 2 conditions, mais en fait, il y a un délai extrêmement court. Il a été pensé pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs, le juge administratif est devenu un juge des libertés, de plein exercice. Avant, c'était réservé au juge judiciaire. On a montré qu'effectivement, cette montée en puissance, sauf qu'en 48 heures, je doute qu'un juge ait la capacité de se prononcer sur, effectivement, une solution effectivement, je vous prends un exemple, hein, vous avez une manifestation, parce qu'on voit, effectivement, on a un focus sur le national, mais n'oubliez pas aussi que la police administrative, il y a 2 autorités qui l'ont localement. Il y a le préfet, puis il y a un autre, c'est le maire. Ce sont 2 autorités administratives générales. Et vous avez autant d'autorités de police dans les départements auxquelles vous pouvez être confrontés, et la crise sanitaire l'a montré, puisque vous avez eu des arrêtés, rappelez-vous, préfectoraux, durcissant les dispositions décrétales en matière, effectivement, de crise sanitaire en fonction des territoires. Singulièrement, d'ailleurs, l'outre-mer qui a été particulièrement touché. Et lorsque vous faites rentrer, effectivement, un assistant, donc l'intelligence artificielle, pour prévenir, en l'occurrence, parce que ce qui intéresse la police administrative, par exemple, manifestation, on l'a vu avec les drones, hein, c'est effectivement comment se prémunir, comment anticiper les réactions, les débordements dans une manifestation publique. Et je doute aujourd'hui que, très sincèrement, objectivement, qu'en référé liberté en 48 heures, un juge peut se prononcer sur l'avis d'experts. Vous savez très bien qu'en 48 heures, on ne va pas désigner un expert pour rendre une décision. Ça, c'est pas possible pour éclairer le juge. C'est mathématiquement impossible. D'autant plus les algorithmes vont chercher. Ça veut dire que c'est l'administration qui a un avantage supplémentaire parce qu'elle donne au juge des éléments d'expertise sur lesquels celui-ci doit se prononcer. Alors, on est au balbutiement, mais en fait, aujourd'hui... Alors, on a une décision que j'ai relevée, c'est la décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2018, qui est la loi relative à la protection des données. Le Conseil constitutionnel énonce 3 conditions pour qu'une intelligence artificielle soit effectivement admissible. Première condition, disent: le seul recours à un algorithme pour fonder une décision administrative individuelle est subordonné au respect de 3 conditions. Je vous les cite. La décision administrative individuelle doit mentionner explicitement qu'elle a été adoptée sur le fondement d'un algorithme et les principales caractéristiques de mise en œuvre de ces derniers doivent être communiquées à la personne intéressée à sa demande. Deuxième condition, la décision administrative individuelle doit pouvoir faire l'objet de recours administratif conformément au chapitre 1er du titre 1er du livre 4e du Code des relations entre le public et l'administration. L'administration sollicitée à l'occasion de ces recours est alors tenue de se prononcer sans pouvoir se fonder exclusivement sur l'algorithme. Et troisième condition, dernière, le responsable du traitement doit s'assurer de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer en détail et sous une forme intelligible, le terme intelligible a son importance, à la personne concernée, la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. Il en résulte que ne peuvent être utilisés comme fondement exclusif d'une décision administrative individuelle des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les règles qu'ils appliquent sans le contrôle et la validation du responsable du traitement. 3 conditions, sauf que, rentrer dans la pratique, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, oui. Quelle est la capacité du juge administratif de pouvoir, en un temps très court, se prononcer sur donc un algorithme qui aurait été utilisé
dans le cadre, effectivement, d'une prévention, d'une manifestation publique. Où il y aura un arrêté d'interdiction, parce que c'est comme ça se passer. Alors, il y aura un arrêté d'interdiction qui sera pris par le préfet d'un département, c'est souvent arrivé à Paris, et qui effectivement donnera lieu à la saisine. Référé, suspension, mais plus souvent, qu'est-ce qui va être utilisé? C'est le référé liberté, puisqu'il faut une décision rapide, qu'on va se réunir, qu'on va se manifester, c'est pas dans 2 semaines. Tiens. Et quelle sera la capacité du juge de pouvoir apprécier? Là, je pense très sincèrement qu'on aura un problème de capacité, d'ailleurs. Parce qu'il y a une somme de données, vous l'avez dit, Monsieur le Président, avec pertinence, il y a une somme de données qui est, vous l'avez dit, qui est relativement important. Et ce qui intéresse l'autorité administrative, c'est d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir anticiper les réactions d'un corps sociétal. Oui, chacun a sa fonction. Le juge, c'est de juger, l'avocat, c'est de défendre. L'autorité administrative, c'est quoi? C'est effectivement l'ordre public, le maintien. Comment anticiper, comment éviter des débordements. Là, je pense que... Alors, moi, je revenais à la conclusion, puisque je sais que nous avons pris beaucoup de retard, et que lorsqu'on a préparé le colloque, c'est moi qui avais calibré les interventions, pour tout vous dire, voilà. Donc je ne veux pas me mettre à la... Je disais que je pense que la réflexion doit nous amener à envisager de nouveaux outils qui soient calibrés pour répondre aux défis de l'intelligence artificielle. Je vous explique. Ça veut dire que le référé liberté, je pense qu'il va montrer ses limites, parce que bon, on ne peut pas reprocher un juge de ne pas pouvoir... puis il y a une capacité d'intervention des experts, c'est pas possible. Vous pouvez pas, vous savez, nous avons très bien en tant que praticiens que lorsque vous avez désigné un expert, l'expert ne pourra jamais prendre une décision, pas sur... ça veut dire qu'il faudra envisager autre chose, à mon sens. C'est mon point de vue, une réflexion à mener. D'ailleurs, je voulais rebondir, je voulais en fait terminer avec... parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que nos voisins font, en l'occurrence. Et je voulais rebondir sur la décision que vous aviez, Monsieur le Président, citée, parce qu'elle est intéressante d'ailleurs. Elle a été rendue par la Cour du district de La Haye, sur l'utilisation d'une intelligence artificielle. Cette juridiction enjoint à l'État de cesser d'utiliser un système d'intelligence artificielle. Il s'agissait, en fait, elle a estimé qu'elle était contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle utilisait le cadre de l'outil Siri, c'était des détections de fraude de prestations sociales. Relevant que la prise de décision n'était pas automatisée, mais simplement assistée par cet outil, parce que c'est ce que le gouvernement néerlandais a soutenu, la juridiction estimait qu'il n'était pas sorti de garanties suffisantes pour assurer une conciliation équilibrée entre le but poursuivi et le droit de mener une vie privée normale, faute d'être suffisamment transparent et véritable. En particulier, il a été reproché à l'État de ne pas être en capacité d'expliquer quelles données factuelles pouvaient conduire à regarder un bénéficiaire de prestations sociales comme présentant un risque particulier, ni le type d'algorithme utilisé, et de ne pas mettre les personnes intéressées à même de savoir si leurs données personnelles ont fait l'objet d'un traitement régulier et de contester le fait que le système a émis un rapport de risque les concernant. Il y a un point, on parle du secteur public, mais il ne faut pas que nous oublions que l'intelligence artificielle se développe à vitesse grand V par des institutions privées. N'oublions pas ça. Et que l'administration, de plus en plus, s'appuie sur des sociétés privées, ce qui complique la donne. Donc, je pense qu'effectivement, nous devons mener une réflexion, à mon sens, effectivement, sur le calibrage de nos outils pour mieux contrôler, assurer nos libertés face à une intelligence artificielle qui va, effectivement, de plus en plus numériser notre société et nos comportements. Beaucoup
beaucoup d'auteurs parlent d'un changement de civilisation, voilà, anthropologique, d'une métamorphose. Donc oui, on peut s'interroger, est-ce que nos outils juridiques sont toujours adaptés? Alors on a entendu les magistrats, Monsieur le Président Mout, Monsieur le Président Chabert nous dire oui, finalement, on a tous les outils aujourd'hui pour continuer à assurer ce rôle de contrôle, hein. Tu utilisais le terme, Patrick, capacité de contrôle. L'avocat dit, ça n'est pas sûr. Alors que nous dit monsieur le représentant de l'université, monsieur Jérémy Bousquet? Ça va être intéressant. Voilà, alors vous êtes maître de conférence à l'université de Montpellier. Donc c'est vous qui allez nous donner des pistes de réflexion. Oui. Alors je vous remercie et je suis ravi d'être ici dans cette salle en particulier parce que j'avais fait mon entrée lorsque c'était les facs, ici même, dans cette salle il y a 12 ans je crois, donc j'avais commencé à embrasser la carrière d'avocat, mais le doyen Clamour m'a retiré et m'a mis à l'université, et donc j'ai dû même arrêter les facs, je n'ai pas fini. Alors la salle était beaucoup moins conviviale, je me rappelle, il n'y avait pas ce bar fort heureusement au fond de la salle. Alors je dois trancher le débat et en vérité je suis doublement dans une situation inconfortable. Alors la première, c'est parce qu'avec le président Mout nous ne sommes pas concertés. Il y avait beaucoup de points que je voulais développer et qu'il a déjà développé, donc ça va m'imposer une sorte d'adaptation en temps réel et un peu de l'improvisation parce que je dois changer un petit peu mes propos. Et la deuxième chose, c'est que alors ce sujet de l'office du juge, de ce que j'appelle le contentieux administratif des actes algorithmiques, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup à tel point qu'il y a 3 ans, je l'ai posé comme sujet de thèse. Alors, donc j'ai un doctorant qui travaille sur ça depuis 3 ans. Le sujet exact, c'est recherche sur le contentieux administratif des actes algorithmiques. Donc ça me met dans une position inconfortable parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais à travers lui et par loyauté et surtout pour ne pas divulguer ses travaux, je suis un petit peu restreint sur ce que je vais dire, donc je vais poser beaucoup plus de questions que de réponses, ou poser par-ci par-là des points de vigilance. Alors ceci étant dit, je suis tout de même rassuré parce qu'en lisant le programme, je me suis dit chouette, le sujet que j'ai posé, j'avais une bonne intuition, il y a quelque chose à faire parce que c'est quelque chose qui est quand même très prospectif, hein. C'est un contentieux qui est en devenir, qui se développe mais qui est encore en l'état embryonnaire. Donc la plupart des réflexions à ce sujet sont prospectives, on ne sait pas ce qu'il va en être. Et la deuxième chose, c'est que, alors là je vais trancher le conflit, les différentes positions, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le président Mout. C'est ma position presque axiologique sur le sujet, c'est je crois qu'il ne va y avoir strictement aucun bouleversement sur le contentieux administratif. Concrètement, l'idée que je défends, et je vais essayer de vous l'expliquer, vous donner quelques exemples par-ci par-là, parce que le temps qui m'est imparti ne permet pas de développer amplement ce propos. L'idée est que tout va bien se passer, que le contentieux administratif, que le droit administratif dispose des outils pour appréhender d'une façon tout à fait sereine ce contentieux des actes algorithmiques. On peut faire le parallèle avec ce qui avait été, parce qu'il y a quelques temps, je me suis plongé un petit peu dans les débats qu'il y avait eu à propos du contentieux de la concurrence, contentieux public de la concurrence et concentration. Mais on a toute une doctrine privatiste qui nous disait mais le juge administratif, il est incapable de s'intéresser, c'est des données économiques, etc. Il ne sait pas, il n'y connaît rien. Bon, je crois qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, on s'est aperçu que le juge administratif, ça en est très bien sorti et tout se passe bien. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, que ce soit la notion de recours pour excès de pouvoir, les référés, l'injonction, la régularisation, l'intérêt à agir, tout ça, le droit souple, toutes ces notions-là vont permettre d'appréhender ce nouveau contentieux d'une façon tout à fait sereine. Donc il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas à réinventer un contentieux, à se réinventer complètement. Et ça, c'est à mon avis une très bonne chose. Ceci étant dit, ça n'empêche pas qu'il y aura des spécificités. Il va y avoir des spécificités et il faut réfléchir à certaines choses. Il faut engager la réflexion et c'est une très bonne chose qu'on se voit tous aujourd'hui parce qu'il faut réfléchir à la régularisation, à la notion d'injonction, à comment on saisit le juge. On va en discuter parce que je vais un peu nuancer ce que vous disiez. Mais voilà, il va falloir adapter un petit peu. Mais vous l'avez dit,
C'est ce qu'on a en contentieux contractuel, ce qu'on a en contentieux de l'urbanisme, le contentieux des agents publics aussi est spécifique. Donc on a un contentieux administratif général et ensuite qui s'adapte avec les contentieux spécifiques. Ça va être pareil, à mon avis, pour le contentieux administratif des actes algorithmiques pris par l'administration. Alors, c'est un point important, je ne vais pas revenir sur ça parce que ça a été dit, mais là, il y a un très très fort enjeu. C'est un enjeu en termes de droits et libertés, de protection des droits et libertés. Parce que là, on commence à parler de technopolis, alors ça fait référence à la science-fiction, etc., des choses qui font peur et qui doivent faire peur, parce que ça va porter atteinte aux droits et libertés. Et donc forcément, plus il y a des risques sur les droits et libertés, plus le contrôle du juge, quel qu'il soit d'ailleurs, je vais en parler, quel qu'il soit, il doit être important, il doit être fort, il doit y avoir une réponse jurisprudentielle extrêmement forte sur ça. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, en particulier pour le juge administratif, c'est une concurrence avec le juge judiciaire. Parce que si le juge administratif, à mon avis, ne se saisit pas de ce contentieux-là, soit parce qu'il estime qu'il ne peut pas se saisir d'un point de vue de la normativité des actes algorithmiques, etc., je vais vous en dire quelques mots. Qui est-ce qui va le faire? C'est le juge judiciaire. Le juge judiciaire, il attend derrière, ce contentieux-là, il le prendra. Il le prendra, pourquoi? On se rappelle notamment à la suite des jurisprudences du tribunal du conflit, du Conseil d'État sur la voie de fait, les décisions du Conseil constitutionnel qui ont limité la notion de liberté individuelle. On se rappelle que le juge judiciaire l'a très mal vécu. On a eu cette passe d'armes entre le vice-président du Conseil d'État et le président de la Cour de cassation sur qui est le meilleur protecteur des droits et libertés, ce qui a même conduit le président de la Cour de cassation à demander la suppression de la juridiction administrative. Donc on voit bien. Et ça, c'est une question de qui va protéger les droits et libertés. Donc là, ce contentieux-là, qui est très porteur, qui est porteur sur ce sujet-là, va faire que le juge judiciaire va être derrière dans tous les cas. Donc il faut une réponse de ce point de vue-là, peut-être plus sociologique, mais extrêmement important, du juge administratif. Alors pour vous donner des exemples et pour vous essayer de vous montrer que le contentieux administratif est tout à fait adapté à ces nouveaux défis et qu'il faut juste aménager par-ci par-là certains points. 3 temps, alors vous voyez je suis l'universitaire mais c'est moi qui fais en 3 temps. Premier temps, c'est comment le juge administratif se saisit de ces actes. Mais ça, vous l'avez beaucoup traité, je vais juste un petit peu nuancer par-ci, par-là. Deuxième temps, c'est comment il contrôle, et est-ce qu'on doit adapter son contrôle. Et troisième temps, comment on engage la responsabilité de l'administration. Alors sur le premier temps, comment on se saisit de ce contentieux-là, comment le juge administratif plutôt se saisit de ces actes. Alors là, il faut bien comprendre quel va être le schéma, mais vous vous en doutez, c'est soit on attaque directement par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision de l'administration qui va autoriser l'utilisation d'un algorithme, d'un outil d'aide algorithmique à la décision. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va attaquer? C'est le code algorithmique. Voilà. Donc première question, comment on qualifie juridiquement un code algorithmique? Et là, à mon avis, on va avoir un souci qui a été pour l'instant éludé en jurisprudence, mais si en défense, l'administration se défend sérieusement sur ce point-là, ça risque de bloquer. Et ensuite, la décision individuelle qui est prise sur la base d'un outil. Là, ça va être une exception d'illégalité, très classique. Mais ce qui est important, c'est de saisir juridiquement l'outil algorithmique. Qu'est-ce que c'est juridiquement? Et là, on a un problème, parce que vous avez parlé d'actes à portée générale, donc concrètement, un acte, on pourrait se dire que c'est un acte administratif réglementaire. Pourquoi pas? Mais là, il y a le problème de la normativité. Il y a le concept de normativité qui est un obstacle. L'argument n'a pas été encore soulevé, mais il va falloir vraiment se positionner sur ça. Est-ce que c'est un acte normatif? Est-ce que la décision d'utiliser un outil algorithmique, c'est un acte normatif? Alors, ça peut paraître être un débat un petit peu de faiseur de système. Alors, Rivero a été invoqué, je le réinvoque. Pas du tout, parce que ça va faire obstacle à la recevabilité des recours. Pourquoi? À mon avis, là, on n'a pas d'acte administratif réglementaire, parce que c'est pas normatif, parce que l'outil algorithmique, l'algorithme, la décision d'utiliser un algorithme, de créer un algorithme et de l'utiliser, de s'en servir, et ça nous montre ce qu'est la situation, pas ce que sera le droit, pas ce que va être le droit. Et donc là, par rapport au concept de normativité, on a un problème. Surtout qu'on a un principe selon lequel l'administration doit toujours intervenir. Et elle n'est jamais liée, elle ne sera jamais liée par ce que dit un algorithme. Donc là, le concept de normativité, c'est un point de vigilance, peut faire obstacle à cette notion, à cette recevabilité. Alors, sur ce point-là, et
Et si un jour un praticien, notamment rapporteur public ou avocat, doit se poser la question, il faut là aussi regarder d'un point de vue du droit comparé interne et se plonger dans la littérature et dans la jurisprudence italienne notamment, qui est beaucoup plus développée sur ces questions-là, où eux, ils n'ont aucun souci. Le Conseil d'État italien n'a aucun souci. Pour lui, un code algorithmique, c'est un acte administratif réglementaire, parce qu'il s'appuie sur une notion doctrinale qui est celle d'acte administratif informatique. Et eux, alors, il y a toute une littérature extrêmement poussée sur ce point-là. Eux, ils n'y voient pas d'inconvénient. Pour eux, ce sont des actes normatifs. Donc voilà, donc si la question se pose, n'hésitez pas à aller voir dans la littérature italienne qui est très très poussée et très très intéressante sur ce point. Alors malgré tout, quelle serait la voie de rattrapage? La voie de rattrapage, si on dit ce n'est pas normatif, on a des problèmes sur ce point-là. Ben, ça serait passé par le droit souple. Alors là, on a l'heureuse aubaine de Fervesta et Gisti maintenant. C'est un acte de droit souple. Et lequel, c'est une ligne directrice. Moi, c'est ma position, c'est-à-dire qu'un code algorithmique, c'est une ligne directrice. Et on doit l'appréhender de cette façon-là, avec les conditions de Gisti. Et à mon avis, là, on serait sur une solution d'un point de vue conceptuel tout à fait pertinente et cohérente, et d'un point de vue pratique, à mon avis, on n'aurait aucun obstacle à s'en saisir, à ce que le juge administratif s'en saisisse complètement par le biais de la notion de ligne directrice. Alors ça, c'était sur le premier point, en sachant qu'on peut aussi se saisir, ça c'est un autre point de vue, d'un point de vue de la commande publique. On l'oublie un petit peu, mais à partir du moment où il va y avoir une externalisation de la conception de l'algorithme, un opérateur privé, on va passer nécessairement par de la commande publique, marché public ou concession, avoir l'économie du contrat. Et là, dans le cadre du contentieux contractuel, on va nécessairement s'intéresser à l'objet du contrat et est-ce qu'on peut ou pas utiliser cet algorithme, est-ce qu'il y a des garanties, etc. Donc là, ça serait dans le juge du contrat en fait qui s'en saisirait. Donc là aussi, c'est une piste à envisager. Alors le deuxième point sur l'office du juge, concrètement, comment il va, est-ce qu'il y a des points de vigilance, est-ce qu'il y a des spécificités de son contrôle? Alors je vous donne quelques exemples. Le premier, et je pense que c'est ça qui est assez redoutable sur le contrôle des algorithmes, des codes algorithmiques, c'est qu'il va y avoir une spécificité du contrôle du juge administratif. Concrètement, qu'est-ce qu'on va demander au juge administratif? C'est de contrôler les instructions de l'administration. J'ai recours à un algorithme, voilà ce que je veux qu'on intègre. Comment c'est retranscrit par le concepteur de l'algorithme? Alors, ça peut être une conception en interne, soit externalisée, est-ce que c'est bien retranscrit? Et ensuite, une fois que c'est retranscrit, est-ce qu'il y a une cohérence avec les décisions qui seront prises? Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, ce qu'on va lui demander au juge administratif, c'est la cohérence entre ces deux phases. Instruction, conception, ce qu'il en résulte concrètement. Et là, ça va être extrêmement difficile à saisir. Ça va être extrêmement difficile à saisir d'un point de vue technique. Ça, on l'a dit, bon, pourquoi pas l'expertise? C'est ce qui va se faire, comment on se fait en responsabilité hospitalière, etc. Il n'y a pas de souci. Mais au-delà, à mon avis, ça pose une question beaucoup plus fondamentale de quel juge administratif pour ces questions-là. Et là, à mon avis, on va très sincèrement s'orienter vers une juridiction administrative spécialisée, sans doute la CNIL, qui va être chargée de contrôler ce genre de choses, soit par un système en amont de certification, avant la mise en œuvre d'un outil algorithmique, certification de la CNIL, et ensuite contrôle permanent et récurrent de la CNIL. À mon avis, c'est cela. Bon, sinon, si le juge administratif doit s'en saisir lui-même, juge administratif général, j'entends, là aussi, il le fera, à mon avis, sans souci. Hein. Il y aura un temps d'adaptation, sans doute peut-être même au sein de la juridiction administrative, recruter, hein, sans doute réfléchir à recruter, alors pas des assistants juridiques, mais des assistants, je ne sais pas moi, algorithmiques, je ne sais pas. Mais là aussi, il y a peut-être une réflexion à avoir sur les postes dans les juridictions administratives aussi. Or, quoi qu'il en soit, ce couple, cette cohérence, elle va tout simplement s'appréhender au regard du vice d'incompétence. Hein. C'est de l'incompétence, et est-ce que l'administration, il y a une dilution de sa compétence à travers cette incohérence? Donc là aussi, on va rentrer dans un moule classique. Un autre exemple, moi je m'interroge sur la pertinence, par exemple, d'appliquer la jurisprudence CFDT Finance ou même plus largement d'Anthony. Notamment la jurisprudence CFDT Finance, est-ce que serait adaptée à ce contentieux administratif algorithmique? Pourquoi? Parce qu'un outil algorithmique, on sait que c'est mouvant. Ça se nourrit, ça évolue au gré. Et est-ce que ça vaut le coup de figer certains vices, comme on le sait, hein, avec la jurisprudence CFDT Finance? Est-ce que c'est adapté? Le fait de figer, je m'interroge. Et très sincèrement, moi, la réponse, ça serait de dire non. CFDT Finance, ça ne s'appliquerait pas à ce contentieux-là. Voilà, on peut s'interroger à Antony aussi. Vous voyez, c'est des petites
petite spécificité, mais rien qui va bouleverser l'économie générale du contentieux administratif, si j'ose dire. Et enfin, je finis sur la responsabilité. Sur la responsabilité, mais là aussi, on est sur des schémas extrêmement classiques du droit de la responsabilité administrative. On va avoir de la responsabilité administrative pour faute. Pourquoi ? Parce que l'administration a mal contrôlé, l'administration surtout a perdu la maîtrise de l'algorithme, l'administration a mal conçu l'algorithme, ses instructions ont été mauvaises pour le concepteur, mais ça c'est de la responsabilité pour faute classique. Alors c'est toujours avec ce problème technique derrière, d'appréhension de la technicité de la matière, mais ça n'a rien d'insurmontable, hein, concrètement, et ça j'y crois. Mais on est sur de la responsabilité pour faute. Alors là aussi, responsabilité pour faute, mais qui doit être un petit peu aménagée. Est-ce qu'on ne rentrerait pas sur de la responsabilité pour faute présumée, comme ce qu'on connaît en matière d'ouvrage public, de travaux publics ? Sans doute. Sans doute. Est-ce qu'on ne doit pas avoir aussi, mais ça c'est pas que pour la responsabilité, pour le contentieux de la responsabilité des actes algorithmiques, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un aménagement de la charge de la preuve ? Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît en matière d'harcèlement. Est-ce qu'on ne devrait pas simplement aménager et utiliser ce genre de jurisprudence dans ce contentieux-là ? À mon avis, si l'opacité fait, la technicité fait que là, l'administré se trouve un petit peu démuni, parce qu'on a eu des décisions de tribunaux administratifs qui imposent, qui enjoignent à l'administration de transmettre le code source. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce que fait l'administré avec ça ? Comment peut-il savoir quelles étaient les instructions de l'administration sur la conception ? Bon, tout ça est assez difficile à appréhender pour lui, donc je pense que là aussi il y aura un renversement de la charge de la preuve ou un aménagement de la charge de la preuve qui doit être fait, mais tout ça est bien connu. Ensuite, responsabilité pour faute lourde. Imaginons on a la CNIL qui a un pouvoir, une compétence en termes de certification et de contrôle des algorithmes. Là on est sur la responsabilité classique de contrôle, hein, contrôle administratif, responsabilité pour faute lourde de l'administration, carence du contrôle. Ça marchera très bien. Et ça, en jouant à ça, bien évidemment, responsabilité sans faute pour risque. Alors, on revient sur les anciennes jurisprudences, Regnault de Rosier, etc. Est-ce que c'est un procédé risqué, procédé technologique risqué ? Ça, on peut très bien le concevoir comme cela. Appliquer cette responsabilité. Responsabilité pour les produits défectueux aussi, qu'on connaît bien aussi en droit civil et en droit administratif. Donc là, sur la responsabilité, là aussi, aucun souci. On est sur des choses bien connues qui peuvent tout s'appliquer à ce contentieux-là. Donc là, pour conclure, si je dois trancher le débat, je m'oriente plutôt par ce que disait le président Mout, et je pense que l'on a toutes les armes pour appréhender tout à fait sereinement et pleinement ce nouveau contentieux. Je vous remercie. Merci, monsieur Bousquet. Donc, on a toutes les armes, hein, pour traiter ce nouveau contentieux. Enfin, quand même, j'ai noté que vous envisagiez la possible création d'une juridiction administrative spécialisée. Aura-t-on demain des référés liberté devant la CNIL ? Bon, c'est une possibilité. Peut-être. J'ai noté aussi qu'on aurait une nouvelle modalité de recrutement au sein des juridictions administratives, sans doute des conseillers issus des écoles d'ingénieurs. Ça va nous changer un petit peu la vie aussi. Non, je plaisante un peu, mais on voit quand même qu'il y a des champs de réflexion très importants. Et le mot de la fin va revenir à Monsieur le Président Guérard, qui nous vient de la maison d'à côté, c'est-à-dire du tribunal administratif de Montpellier. Vous avez la parole. Voilà, vu l'heure très tardive, je vais être très très rapide. Je vais rebondir essentiellement sur ce qu'a dit le président Mout. Donc on sent que les deux grandes séparations, recours excès de pouvoir, plein contentieux, vont pas être remis en cause dans la perspective de l'IA, mais qu'il va y avoir de sacrés ajustements. Alors les ajustements, on en a déjà évoqué. Pour la légalité externe, ça va être très problématique puisqu'on a des décisions. Est-ce qu'on va pouvoir parler de problèmes de motivation alors qu'on a des motivations qui sont stéréotypées par définition, des problèmes de signature électronique évidemment qui vont aussi se poser, des questions donc de compétences en amont. Donc tout ça, bon, c'est plus technique qu'autre chose, mais il y aura sans doute une plus grande difficulté à déceler ce type de vices intrinsèques. Après, sur l'égalité interne, pour moi, effectivement, on est au tout début puisqu'on est sur une jurisprudence plutôt basée sur les traitements automatisés. On n'est pas vraiment encore sur l'IA pure et dure, puisque le problème de l'IA pure et dure,
c'est quand même des machines qui s'auto-alimentent, qui auto-entreprennent. Donc en fait, c'est des boîtes noires, on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur et comment la décision sera produite. Pour moi, on est sur des algorithmes, ce sont des informaticiens qui ont défini des lignes de code, et ces lignes de code sont tout à fait accessibles. Il ne pose pas de problème en tant que tel. Et pour moi, on va dire qu'on a une jurisprudence finaliste. Au final, qu'est-ce qu'a fait la décision ? Est-ce qu'elle a méconnu des textes ou pas ? Donc c'est des choses qui sont encore relativement simples. Si on rentre dans la question du contenu de l'algorithme, là, on va être plus en difficulté. Et puis le deuxième pan donc, du contentieux, qui est le contentieux responsabilité, on l'a vite évoqué, mais c'est des prospectives et c'est des choses qui sont quand même très intéressantes et sur lesquelles on sent qu'il y a peut-être plus d'aménagement qu'on ne pense. Donc j'avais procédé à 2 procès fictifs il y a quelques temps, qui sont assez connus puisque je crois qu'ils ont fait un peu le buzz. Celui de Marc Clément sur la fameuse voiture autonome à Place Bellecour, où il y avait des problèmes d'enchevêtrement de responsabilité puisqu'il y avait la communauté qui avait mis en place les fameuses balises informant le véhicule, attention, il faut freiner, etc. Le problème du véhicule lui-même et le problème du fournisseur de logiciels dans le véhicule qui pouvait être impliqué. Et donc, sur le plan, on va dire, conceptuel, les choses étaient simples en termes de responsabilité. Mais après, on rentrait dans des complexités. Est-ce qu'on faisait la question du défaut d'entretien normal de la voirie ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se contente de dire que les balises ont été suffisamment maintenues, que la maintenance a bien eu lieu une semaine avant, qu'il n'y avait rien qui avait été détecté, et que donc l'accident ne doit pas pouvoir venir de ces fameuses balises d'information. Donc, on voit que de concepts simples à appliquer, on est sur une réalité complexe. Et là, on va sans doute rebondir dans la prochaine table ronde, je profite pour faire le lien, c'est comment le juge administratif va appréhender cette complexité. On ne sait pas comment fonctionne un réseau neuronal. Moi, quand je discute avec mes collègues, je passe un peu pour le monsieur science-fiction, quand j'évoque ces éléments. Pour moi, notre acculturation n'est pas proche de zéro, on commence à comprendre, mais on est vraiment en difficulté pour comprendre comment fonctionne l'IA et surtout, on a du mal à anticiper les bouleversements qui vont avoir lieu. Je rappelle très vite en droit comparé, à Shanghai, il y a un procureur robot. C'est-à-dire qu'il y a eu des définitions de type d'infraction, vol essentiellement, sur lequel, en fait, tous les éléments qui ont été recueillis par les enquêtes de police sont injectés dans une intelligence artificielle qui propose une solution. Il est coupable et la peine sera de temps. Alors effectivement, après, il y a un être humain, on va dire, qui valide ou pas, mais on est déjà dans ce fonctionnement. Voilà. Il est clair que pour le moment, l'Europe fait preuve d'une sorte d'îlot protégeant en termes de liberté publique l'utilisation de l'IA. Dans d'autres continents, on n'est pas du tout là-dedans. On est sur une utilisation massive de l'IA. Alors on a juste celui qui fait un peu bande à part, qui est l'Estonie. Donc l'Estonie a mis en place un robot juge, lui aussi, donc qui est basé, lui, sur la question des problèmes contractuels ou autres de faible montant, mais c'est un peu le même principe. C'est un juge qui va proposer une décision à un juge humain qui va le valider ou pas, mais avec là aussi le côté complexe de se dire mais d'où viennent les informations recueillies par mon robot juge et comment je peux à la limite remettre en cause cette décision qui a été a priori d'une fiabilité. On parle de fiabilité au niveau de Shanghai de 98%, de l'Estonie de 97%. C'est-à-dire que 97%, quand on a contrôlé les décisions, il y avait juste 2 à 3% qui étaient considérés comme erronés. Donc là, voilà, j'en profite donc pour lancer la perspective de la dernière table ronde.